Bonjour Myriam. Bonjour chers visionnaires. Je sais même pas comment on appelle les gens sur YouTube en fait. Les internautes quoi. Voilà, les internautes. Bonjour Itsei. Bonjour à vous. Myriam et Sen. Déjà merci de bien vouloir me recevoir. On est chez toi. Ouais. Dans une ambiance un peu cosy comme ça parce qu'il fait très froid dehors, il pleut. L'idée de ce podcast, c'est backstage, c'est-à-dire parler de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on s'imagine souvent, en fait, quand on voit que les gens réussissent ou qu'ils font des choses, que ils ont de la chance ou que peut-être ils sont extrêmement talentueux et que c'est juste tomber tout cuit dans leur assiette. Et c'est pas forcément le cas. C'est souvent pas le cas d'ailleurs. Et donc l'idée c'est de mettre un peu en lumière ce qu'on voit pas, et donc ce qui est en backstage, parce que pour en arriver là où on en est, ça demande beaucoup d'efforts. Et pour cela, j'ai pensé à toi puisque tu as une actualité chaude. Ouais. Parle-nous de ton actualité. Alors, moi, comme tu l'as dit, je suis Myriam Essen. Ouais. Je suis multicasquette. J'aime bien ce terme-là, multicasquette. Et alors, j'ai décidé, il y a très peu de temps, de me lancer dans la musique. Et donc, vu que j'aime bien faire les choses en grand, je me suis dit, autant sortir un single. Voilà. Donc, l'actualité, il y a prochainement, c'est la sortie de mon premier single. Qui est vraiment pour moi une révélation au niveau plein de facettes encore de ce que j'aime faire, de ce que j'aime partager. Et c'est surtout me dire, waouh, j'ai réussi à sortir un single où je chante, parce que c'est moi qui chante, parce que j'aurais pu faire la mélodie. Non, oui, c'est vrai. Je chante en tant que chanteuse, une chanson qui me plaît, une chanson qui parle. Waouh, j'ai réussi à faire ça. Ouais. Ouais. Et qui va sortir quand? Alors, j'aime bien marquer les esprits, et vu que c'est un joli petit cadeau que je m'offre, Ouais. j'ai décidé de me l'offrir pour Saint-Nicolas. Ah, C'est décembre. Donc, si vous êtes français, je sais que vous ne fêtez pas Saint-Nicolas. non. Nous, ici, en Belgique, la Saint-Nicolas, c'est sacré. C'est vraiment, on va dire, traditionnel. Ouais. Et donc, c'est le 6 décembre. C'est le 6 décembre. C'est une lettre à mes parents. J'aurais pu l'écrire à Saint-Nicolas, mais non, j'ai décidé de le faire à mes parents. Et donc, voilà. Je trouvais que le contexte était bon. Ok. Trop bien. Donc, tu vas sortir cet album. Enfin, non, pas cet album. Tu vas sortir ce single. Oui, une chose à la fois. Alors, ça, c'est ce qui se concrétise maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, effectivement, tu es multicasquette, plein de talent. Je t'ai connu comme quelqu'un qui voulait faire du théâtre, de la mise en scène. Donc, tu étais comédienne, tu es commerciale aussi, hyper commerciale. Tu fais de la vidéo, du montage, tu fais du feng shui. Donc, il y avait énormément de choses et tu n'avais jamais parlé de chant. Alors, il y a toute une histoire derrière la chanson. Ouais. C'est un rêve d'enfant. Voilà, la musique, le chant. Mm-hmm. Je pense que depuis toute petite, je crois que mon rêve le plus fou, c'était d'être sur scène et de chanter. Ouais. Mais des choses dans ma vie. De sur scène et chanter. Pas juste sur scène, parce que sur scène, je pense que tu l'as déjà fait. Oui, sur scène, oui, j'ai déjà fait. Ouais. Donc, mais chanter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en réfléchissant un peu à ce parcours jusqu'à maintenant, parce que de me dire à l'aube de mes 37 ans, se dire, Myriam, ça y est, tu te lances dans la musique. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'ai toujours, et je suis convaincue d'avoir voulu chanter. Mm-hmm. Et à un moment, ma maman m'a dit, arrête de chanter. Quand j'étais petite. Et donc, ce qui fait que là, il y a eu un blocage. Et donc, j'ai plus chanté comme je faisais ça. Oh, parce qu'elle est occupée et que sans doute que le fait que Ah oui, juste. elle m'a dit, mais non, t'arrêtes de chanter, va prendre un livre dans le flux de la vie. C'était pas, tu m'énerves, mais tais-toi, je fais un truc, je suis occupée, je suis concentrée. On a dû te dire souvent, tais-toi. Oui. Souvent. C'est prêt, maintenant, il faut que je chante. Et donc, ce qui fait qu'il y a un moment où il y a eu ce blocage, que même en tant que petite, quand je disais à ma maman que je prends des cours de chant, en fait, tous les cours de chant que je prenais, ça tombait à l'eau. La prof se trouvait à opération des cordes vocales. Le cours que j'avais choisi, on avait 5 cours avec 5 profs différents, et on nous expliquait qu'à l'académie, on ne pouvait pas trouver des profs à l'horaire dont on avait besoin. Et donc, je me trouvais toujours, en fait, en me disant, mais en fait, la chanson, c'est pas pour moi. Parce qu'à chaque fois que je veux y aller, paf, ça foirait, quoi. Ça foirait. Et puis, en 2019, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et je fais, non, maintenant, je veux chanter, je vais être sur scène, je m'inscris, à la section comédie musicale de l'académie de Watermac-Boisfort. Ok. Je passe les auditions, j'explique aux gens, écoutez, moi, je sais pas très bien chanter, mais je suis une bosseuse. Ouais. Donc, moi, je veux être là, que ça soit dans la petite cœur et machin. Mais je veux être là, je veux chanter.
Ça, c'était en 2019. 2010. J'ai la chance d'être sélectionnée pour le premier rôle de cet moment-là, qui est Sister Act. Ok. Donc, je suis super méga contente. Ouais. Sauf que qui arrive à ce moment-là? Ah, merde. Mister Covid. Ah ouais. Enfin, j'avoue. Et donc, tout s'écroule. Dans le Covid, on s'est reconnecté à des choses. On est parti sur du média. Oui. Donc, voilà, moi, je me suis remis dans ma case technologie, donc les réseaux sociaux. Parce que voilà, c'est vrai que ça allait être l'explosion de la vidéo. Donc, je me suis focalisée là-dessus en disant, OK, on va dire quelque chose où je suis bien. Voilà, où je me prends pas trop la tête. Et voilà. Entre les cours de chant quand t'étais petite et cette démarche de vouloir faire de la comédie musicale, il s'est passé quoi, 20 ans? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que après 20 ans, tu t'es dit OK, je vais quand même en 2019 m'inscrire et parce qu'en fait, moi, j'écris des pièces de théâtre. Ouais. J'écris aussi un spectacle musical. Oui. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça me frustrait de ne pas savoir chanter. Et puis, c'est vrai que la comédie musicale, c'est quelque chose qui me passionne. Quand je vais à Londres, il faut toujours que j'en fasse une. Ouais. Je sais jouer la comédie, je sais retenir mon texte, je sais danser. Ouais. Il suffisait de le chant. Et donc, d'un côté, là, t'es un peu poussé. Ah, ouais. Et il y a des gens qui comptent sur toi, en fait, dans cette équipe. Oui, bien sûr. Mais donc, il y avait le côté utilitaire de j'ai envie de faire des comédies musicales et j'ai besoin de connaître techniquement en quoi ça consiste. Ouais. Mais aussi ce petit rêve qui était encore là, enfoui quelque part, de chanter, quoi. Ouais, mais vraiment petit. Parce que le but, quand je me suis mis à la comédie musicale, c'est vraiment plus... J'ai envie d'avoir touché à tous les rouages de l'ensemble d'un spectacle et de savoir me dire, OK, ça, je comprends, ça, je maîtrise, j'ai travaillé avec telle personne. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça, moi, j'ai ce côté très expérimentation. Voilà. D'expérience. J'ai envie d'être sur le terrain. Covid, tu chamboules tous les plans, en fait. Oui, totalement. Tu te diriges sur autre chose. Je suis plein de formations dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je travaille à gauche à droite avec plusieurs personnes. Je collabore sur plein de projets. Et puis, à un moment, je vais côtoyer plusieurs coachs, plusieurs personnes. Et plusieurs de mes coachs, il fait, Myriam, tu te disperses trop. Tu te disperses, c'est pas possible. Tu dois te focaliser. Si tu veux réussir une chose, il faut que tu focalises sur une seule chose. Oui. Et vu qu'on me le dit plusieurs fois, je me dis, écoute, si on me le dit plusieurs fois, à un côté, je vais les écouter. Et donc, ce qui fait que à un moment... T'es têtu de base ou pas, toi? Pas spécialement. Ok. Je suis pas spécialement têtue. Donc, pendant 5 mois, je focalise mon attention sur un seul projet, c'est le Feng Shui. Et au bout de 5 mois de focus sur le Feng Shui, je tombe littéralement en burn-out. Les gens ont l'impression que je pars dans tous les sens, ce qui est pas du tout le cas. C'est parce que je suis mon énergie interne. Oui. En me disant, Myriam, focalise-toi sur une seule chose. Je vais imaginer ma tête qui est une passoire. Qui part dans tous les sens pour les gens autour d'eux, mais pour moi, c'est très logique. Oui. Comme s'il y avait une grande armoire de pharmacie et tous des tiroirs. Et OK, là, je prends Et elle m'a dit, merde, on te noir. Oui. Et donc, imagine ma tête, mon fonctionnement, en fait, qui s'est un moment bloqué. Et surtout... Parce que tu suivais plus l'énergie, t'étais plus dans, il faut. Ouais. Et à un moment, tu te fais, en fait, je n'arrivais plus à me connecter à mon essence. Ouais. Et donc, du jour au lendemain, j'ai une amie qui m'a fait, Myriam, je crois que tu dois aller chez le médecin. Je fais, non. Elle fait, non, va chez le médecin. Ah ouais. Et le médecin m'a dit, on va arrêter 15 jours. Je fais, ouais, mais je reprends dans 15 jours. Je fais, on va reprendre 15 jours. Ouais. Et en fait, voilà. C'est tout ça comme ça. Hein. Et en fait, je me suis niée, je crois, c'est au bout parce que c'était au mois de mai 2024. Oui. Que j'ai réalisé que j'ai pu faire off à ma tête. Donc, quasiment 1 an plus tard, dans le burn-out, j'ai réalisé que j'ai pu me appuyer sur un bouton qui s'appelait off. Ouais. Donc, il m'a fallu quand même quasiment 11 mois pour réaliser qu'en fait, j'étais toujours sur ce fil de tension, il faut, nanana, c'est pas possible, nanana. Donc, c'était vraiment très, très, très difficile. Quand je commence le burn-out, 15 jours plus tard, j'ai rendez-vous avec cette femme qui fait Myriam chante. OK. Moi, je connais rien à la musique, elle fait, suis des signes. OK. Et donc là, j'ai suivi des signes et surtout, j'ai suivi ma joie. Ouais. Je pense que ça se voit, que ça se verra à l'image. Tu es très feu. Oui, c'est ça. Mais après, moi, si ça pétille pas, moi, je suis un profil qui a besoin d'être dans la vibration, dans la motivation. Ouais. Et si je ne suis pas, en fait, je m'éteins et je suis plus capable de rien. Et donc ça, je trouve ça intéressant de connaître son profil et ça me permet de voir, OK, Myriam, tu viens plus, arrête-toi. Ça veut pas dire que j'abandonne, c'est juste je fais, OK, une pause, mieux repartir après. Oui. Et t'écris. Et j'écris alors donc le challenge 60 jours de ton. Ah oui, c'était ça. Tous les jours écrire un petit texte que je vais mettre en page, que je vais partager sur les réseaux. C'est ça. Et d'observer ce qui se passe chaque jour.
Vraiment être dans cet instant présent. Oui. Ce qui se passait dans la journée t'inspirait. Voilà, c'est ça. Okay. Et parfois, je pourrais être dans quelque chose de très euphorique. Oui. Comme dans quelque chose de très dans la colère. Oui. Et c'était gay parce que j'étais au moment présent à vivre l'émotion. Et ça, c'est quand j'étais à fond trop dans mon business, j'étais plus là-dedans. J'étais un peu un automate. Oui. Et donc, je me suis reconnectée à des émotions qui sont pas toujours très agréables. Et donc, là, j'ai appris dans l'écriture à pas relativiser, mais à juste voir. Oui. Accueillir. OK, je suis en colère. Okay. Et c'est quand je relis le texte, ah ouais, c'était passé ça. ouais. Mais au moins, ça a été évacué. Ouais. Ça a été évacué. Ouais. OK. L'écriture, ça permet d'évacuer. En tout cas, pour moi, de partager, d'évacuer, de faire le point. D'être en écriture automatique, laisser les mots s'entremêler, faire des fautes d'orthographe à les autres. On verra ça après, ouais. Voilà. Et même, on verra peut-être jamais. Ouais, c'est vrai. Oui, non, moi, l'écriture, c'est vraiment pour moi un outil qui est révélateur, qui est, j'allais dire, purificateur, un peu. Ouais. Mais qui permet de purger. Exutoire, ouais. Ouais, exutoire. Mais il y a vraiment le côté purge. Ouais. Vas-y, tu sors toute ta boue, tu sors toute ta rancœur. T'es fâché contre quelqu'un, mais vas-y. Il faut mieux que ça se soit sur le papier, que sur la personne, en fait. Ou à l'intérieur. Ou à l'intérieur, c'est sûr. Donc, donc ça a été vraiment libérateur pour moi. C'est 60 jours de challenge d'écriture. Et ensuite, j'ai vu une annonce sur Facebook. OK. Qui parlait d'un stage d'écriture pour apprendre à écrire des chansons avec Soul. Ah oui! Et alors, c'est marrant parce que j'avais prévu autre chose pour cette semaine-là. Et en fait, ça a vraiment sauté du jour au lendemain. Il y a eu un switch, on va dire aussi assez violent. Ouais. Et donc, il faut que je me dise, OK, il faut que je sorte de cette violence que j'avais vécue. Je me fais, OK, je vais aller écrire. Je vais trouver un endroit pour poser ma fille. Oui. Pour que je puisse aller faire mon stage. C'était 4 jours intensifs, donc on dormait là, ensemble. Oui. Et voilà, on faisait qu'écrire, on faisait des jams. Ouais. Mais j'aime la jam. Si tu veux. La jam. Ouais. Et donc voilà, il y avait ce côté-là où les gens sortaient leur voix, ils chantaient, et là, moi, j'étais là. J'osais pas, voilà, la musique, je comprenais pas les temps, les contretemps, voilà, oui, voilà, le côté technique, tu l'avais pas, hein. Non, moi, j'ai pas le côté technique. C'est ça. Et donc, ce qui était gay, c'est qu'en fait, on était juste là pour écrire. Ouais. Quelqu'un se chargeait de la nourriture. Ouais. Donc, on écrivait, on mangeait, on chantait, on écrivait, on mangeait, on chantait, on dormait de temps en temps aussi. On faisait des jacuzzis. Ah, ouais, trop bien. Voilà, on partageait. Et en fait, il y avait ce côté léger. Ouais. Que je n'avais plus connu depuis avoir la naissance de ma fille, en fait. Et attends, mais ta fille, elle a 10 ans. Ah ouais. Et donc, en fait, ce côté où, en fait, tu écris, puis t'as quelqu'un il y a la table qui est mise, tu viens, tu manges, tu débarrasses, tu repars écrire. Ah oui. Il y a ce côté léger où tu fais, en fait, d'accord. En fait, je fais on s'occupe de toi, on s'occupe de toi, voilà. Totalement. Et tu fais ce que t'aimes. Ouais. Et ça fait un bien de fou. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était l'écriture. Ouais. Par contre, après, j'ai suivi les signes. Oui. Parce que dans cet atelier d'écriture de chant, il y avait une prof de chant. Ah bah oui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelée et je voudrais des cours de chant. Ouais. Et donc et j'ai eu la chance qu'elle donnait des cours en plus pas très loin de chez moi. Donc c'était ma bulle d'oxygène toutes les semaines, j'avais 1 heure de chant et c'était non négociable. C'était ma thérapie de prendre place dans son corps, dans sa voix, sur scène, je faisais aussi du scénique. Donc voilà, de l'improvisation avec la voix. Et donc voilà, donc ça a été vraiment le moment le plus incroyable de cette année, c'était les cours de chant. Alors ce qui était aussi important, c'est qu'à un moment, moi je suis une challengeuse, j'ai besoin de m'auto-challenger. OK. Donc si quelqu'un de extérieur me donne un challenge, mais si c'est moi qui me donne un challenge, je l'assure. OK. Et donc pendant le stage chez Soul, il y avait un autre chanteur qui lui avait fait un stage au sud de la France. Oui. Qui avait été pour lui révélateur et tout ça. Et donc, je m'étais dit, OK, donc lui, il a été au sud de la France pour apprendre à écrire des chansons et chanter. Au mois de septembre, je me dis, OK, Myriam, ton challenge, c'est d'être avoir assez d'énergie, la niaque, l'argent, pour toi-même aller au sud de la France, à ce même stage. Ouais. Et donc, en septembre, je décide de faire ce stage. Et donc là, tout s'est mis. Donc j'ai trouvé un stage en internat pour ma fille. Oui. Voilà, c'est mon frère qui a été la déposer, son papa a été la récupérer, tout s'est passé bien. Oui. Donc voilà, donc je pars à Aix-en-Provence faire ce stage. Ouais. Alors au stage, c'est vraiment génial parce qu'en fait, je me retrouve dans une école hyper méga bienveillante. Ouais. Et donc chacun des profs nous explique leur façon de créer. Et donc je rencontre une artiste qui elle connaît un peu la musique.
elle fredonne et donc elle nous explique comment elle crée sa musique. Ouais. Et ça a été pour moi un déclencheur parce que j'ai commencé à écrire ma musique aussi. Ouais. Alors au début un peu chaotique, un peu faux. Ouais. On se le dit, moi je suis en apprentissage. Oui. Et donc voilà, et donc moi je m'amusais à faire une phrase et puis enregistrer. Et puis de là est sortie une chanson. Oui. Donc qu'en fait avec mes enregistrements, je suis arrivée avec un musicien. Ah! Il a commencé à jouer. OK. Il m'a sorti, il m'a fait tac tac tac, il m'a fait ma maquette. Ouais. Et le Pendant le stage. mais c'est le but du stage, c'est qu'à la fin du stage, tu sortes avec une maquette. Ah! Ce que t'as écrit. Ce que t'as composé. OK, d'accord. Et donc, ce qui fait que je sors avec cette maquette. Donc, c'est la première fois que j'étais dans un aussi grand studio, le truc de dingue, la pression parce que tout le monde chantait hyper bien. OK. À part, alors, je dois dire, c'est pas des comparaisons, mais les gens qui étaient là, ils avaient envie de faire ça de leur vie. Oui. Tandis que moi, je venais en tant que compositrice et auteur, et je voulais aussi chanter, Ouais. mais j'avais plus la casquette de je suis autrice que je suis chanteuse. Donc, je suis revenue en Belgique avec mon morceau. J'ai chanté une fois comme ça, et puis j'ai vu qu'il y avait 1, 2, 3 personnes qui ont pleuré. Donc, je me dis qu'il va falloir que je fasse un truc avec ce truc-là. C'est ça qui sort en... Ouais. Ah, ouais. J'ai appelé un arrangeur. Ouais. Et entre-temps, j'ai écrit d'autres titres. Donc, il y a 4 autres titres qui sont écrits. Ouais. 2 autres qui sont composés en plus de celui qui va sortir Ouais. au mois de décembre. Oui. Et donc, voilà, donc j'ai continué petit à petit, un pas après l'autre, là-dedans. Comment on te suivra une fois que ce sera sorti? Comment on saura que c'est prêt et où est-ce qu'on pourra retrouver? Alors, je communique énormément sur Instagram. Ouais. Sur Facebook. Donc, sur Instagram, il faudra que je mettrai les liens. Parce que je crois que t'as plusieurs comptes aussi, quand même. Oui. Ouais. Donc, trop ouais. Mais en tout cas, pour le moment, le focus, c'est sur le profil musique. Oui. Instagram, non? Instagram. Sur Facebook, on pourra aussi me trouver. Et alors, bien sûr, sur les plateformes de streaming. OK. Spotify, Apple Music, YouTube Music. OK. Trop bien. Et alors, moi, il y a quand même quelque chose, sur lequel j'aimerais, revenir. La dernière fois, qu'on avait vraiment discuté, tu te focalisais sur la mise en scène. Jamais tu m'as parlé de chant. Tu m'as parlé de plein de choses. T'as fait plein de choses. Et ça a jamais été un truc. Parce que tu m'as dit, en gros, je pensais que c'était pas pour moi. Totalement. Et t'en es quand même arrivé à ça. Donc, explique-nous pourquoi tu te disais c'est pas pour moi. Alors, il y a des émotions qui arrivent. Mais je pense que ce qui se passe, il faut voir les différentes dimensions de cette problématique que j'ai au chant. C'est que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé de chanter. Je sais que je suis une artiste. Je me revois dans ma chambre, je revois des posters, je me revois dans certaines postures. Ouais. Maintenant, il y a déjà eu la première chose que ma maman m'a dit, arrête de chanter, tais-toi. D'un autre côté, j'ai mes 2 frères qui ont aussi voulu avoir embrassé une carrière artistique qui n'a pas été là où ils voulaient aller. Donc, j'ai un de mes frères qui voulait être comédien, qui est parti sur Paris. Ouais. Et j'en ai un autre qui a fait de la musique. Oui. Et qui a continué sur le marketing et d'autres choses. D'accord. Donc, ce qui fait que j'ai déjà une image au niveau artistique, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Et puis, la seconde chose aussi, c'est que je me rends compte, par le travail que j'ai fait dans mon burn-out et autour de ma voix, c'est que c'est comme si j'avais pas l'autorisation de parler et de chanter avec ma propre voix. C'est comme si j'étais un peu amenée à faire d'autres choses, de prendre la voix des autres. Voilà, on m'a dit que l'infographie ce serait bien pour moi parce que j'étais douée en mise en page. OK, j'ai fait l'infographie. Ouais. Tu vois? Et tout ce qui était artistique, en fait, on m'a jamais vraiment pris au sérieux. C'était toujours sur le côté. Il y a un moment où je me suis affirmée. Oui. À un moment, on se dit, OK, c'est vrai que t'as un truc qui est bien. Ouais. C'est pas mal. On va aller lancer. On a lancé ma poésie. C'était pas mal. On a lancé mon exposition photo. C'est pas mal. Mais c'est toujours oui, c'est à côté. Ouais. Et j'avais cette sensation qu'en fait, j'avais pas le droit de pouvoir chanter parce que déjà, ma voix, elle sortait pas comme je voulais. Je trouvais que ma voix n'était pas belle. Ouais. Et qu'à chaque fois que j'étais bloquée, en fait. Ouais. Alors, il faut imaginer que moi, dans ma tête, quand je t'en parlais de chanter, c'est comme s'il y avait des tuyaux ici, de plomberie, et que ces tuyaux faisaient des nœuds. Ah ouais. Et donc, le son ne sortait pas comme je veux. J'avais pris des postures au niveau de ma voix qui ne me convenaient pas et que je n'aimais pas. Et voilà. Au niveau de ta voix. Oui, donc il y a différentes façons de chanter. Hein. On le voit, il y a différents. Je connais pas tous les termes, hein, mais soit tu chantes en voix de tête, tu chantes en poitrine. Ok, d'accord. Voilà. Et donc moi, j'avais mis des postures pour essayer de prendre moins de place possible dans ma voix. Ouais.
même la position de ma voix, c'était difficile. Et dans l'histoire... Parce que tu te sentais pas assez bonne? Non, j'avais pas l'autorisation. T'avais Pour pas moi, l'autorisation. mais non, ma maman elle dit, arrête de chanter. Tais-toi. Donc, j'ai pas l'autorisation. Ouais. Et c'est dur. Ouais. Et ça vient de l'enfance. Oui, oui, oui. Après, quand on voit l'histoire, parce que à côté de ça, moi, j'ai fait tout ce qui est psychogénéalogie. Ouais. Et qu'on est toujours dans des répétitions. Hein. On répond à ce que nos ancêtres veulent de nous. Moi, je viens quand même d'une grand-mère qui a été bonne chez des Blancs au Congo, où en fait, tu n'ouvres pas ta bouche. Ah bah non. Tu te tais. Ah ouais. Et même la question qui s'est posée à un moment de savoir est-ce que ma maman a été conçue de façon avec un consentement. Ah ouais. Donc la voix est là. Voilà. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai retracé toute mon histoire grâce à la psychogénéalogie. Ouais. Et en fait, c'était logique que sans ce travail énergétique et psychologique et inconscient, il était pour moi très difficile de sortir ma voix. Ouais. Parce qu'on a été travaillé sur des traumatismes très ancestraux. Et en fait, oui, mais Myriam, en fait, c'est normal. Il y a un moment là, on dit aux femmes, t'as rien à dire. Ouais. Ce que tu ressens, ce que tu vis, n'a pas lieu d'être. Alors c'est très, j'ai envie de dire, un peu bizarre de dire ça dans notre société ici en Europe, parce qu'on a quand même le droit des femmes, on se bat, on a le droit de dire des choses, mais moi, à l'intérieur de moi, c'était non, ce n'est pas autorisé. Oui, c'était vraiment dans ton fort intérieur. Ouais, c'était pas, oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et donc, c'est comme si quand j'ai été voir cette kinésiologue et médium qui m'a dit, mais chance, c'est comme si elle m'a dit, vas-y. Elle m'a donné l'autorisation. Je fais, ah ouais. Donc, j'ai eu l'autorisation de me dire, ok, je peux chanter. Il y avait autre chose aussi, oui. Tu m'as parlé, tu m'as dit. Pour moi, c'était pour les élites. Ou la musique. Mais oui, la musique, pour moi, c'est pour les élites. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que apprendre déjà un instrument. Ouais. Il faut savoir qu'à un moment de ma vie, on avait vécu dans une situation très précaire avec ma famille. Oui. Et donc, avoir des activités, ça a un coût. Bien sûr. Et la musique, c'est un coût et c'est un investissement de temps et aussi d'argent. Bien sûr. Voilà. Et donc, à un moment, j'avais commencé à prendre des cours de piano et je me souviens très bien, c'était une dépense phénoménale pour ma maman. Ah ouais. À un point où c'était dur et j'avais qu'une demi-heure et on était à des budgets encore en francs belges qui étaient phénoménales, quoi. Ouais. Et donc, à un moment, je me suis arrêtée parce qu'il y avait cette contrainte, il y avait cette pression, la musique, c'est sérieux, hein, et moi, j'avais 7 ans. Et après, à un moment, j'ai dit à ma mère, j'apprends pas le solfège, parce que pour moi, le solfège, c'était apprendre les notes. Mais en faisant du piano, on apprend le solfège. Donc, il y avait tout ce contexte-là. Et puis, ma mère, elle voulait absolument que j'ai cet instrument, parce qu'elle me dit, ouais, une fois que t'as les instruments, t'as la musique, tu arrives à un rang supérieur. Ah oui. Et en fait, donc il y a vraiment une imagerie comme ça. Oui, et puis voilà, puis aller à l'académie, ça demande. Alors c'est pas cher d'aller à l'académie, mais il faut pouvoir avoir le temps d'y aller. C'est 2-3 fois par semaine. C'est après il faut avoir l'instrument, même si on te le prête, c'est quand même un sacré coût. Et tout ça. Et en fait, moi dans ma tête, dans la situation qu'on vivait à ce moment-là, en fait, la musique laisse tomber. C'est pas. D'accord. C'est une question de survie. Donc, soit tu fais de la musique, mais il y a un moment non. En tout cas, je me souviens très bien des gens de ma classe. La musique, c'était une maison, grande maison. Alors t'as le piano, le violoncelle, le violon, la contrebasse, le saxophone. Tu vois, il y avait cette énergie et puis surtout de se dire c'était tous des passionnés. Ah oui. Et à un moment je fais en fait c'est pas pour moi la musique. Non, moi j'ai pas les moyens, j'ai pas le standing, voilà. Et voilà. Et d'accord, ok. Donc tu vois il y a ça, il y a d'un côté tu chantes pas et de l'autre côté on n'a pas les moyens, ou c'est compliqué, Donc, fais ta scène, fais ton guignol sur la scène, fais des trucs dramatiques, écris, parce que ça tu sais faire, et le chant, voilà, il y a même pas de signe. C'est fou, ça. Un blocage, donc, sur plusieurs niveaux, parce que quand tu parles de ta maman qui te disait tais-toi, mais il y avait pas que ça, apparemment, hein. Et quelqu'un qui te valide extérieurement, qui te dit, ok, vas-y, quoi. T'avais besoin de ça. Et alors, ce qui est dingue, c'est que, et c'est ça que je me rends compte, en fait, elle m'a dit ça, elle m'a donné l'autorisation. Et je me dis, purée, j'ai dû attendre l'autorisation d'une étrangère. Alors, imagine, à tous les gens, on dit, c'est pas bien ce que tu fais. Mais j'ai envie de leur donner des claques. Arrête. C'est pas vrai. L'autorisation qui a été donnée. Le but ici, dans le podcast, c'est quand même parler de confiance en soi, d'estime de soi. C'était pas tellement ça, alors. Bah, si, d'un côté. L'estime de moi. L'estime de toi. Bien sûr. T'étais pas assez bonne pour faire ça. Ouais, c'est ça.
C'est pas juste que t'avais pas le droit, c'est que t'étais pas assez bonne. Oui, si j'ai pas le droit, voilà. Oui, mais parce que j'ai pas le droit. Tu vois, notamment par rapport à ce que tu viens de me dire au niveau générationnel, etc. Ça peut simplement dire, oui, t'es une femme, donc tu te tais. C'était pas que ça. Non. C'était tu n'es pas assez douée. Et quand je chante, il y a des fois cette petite voix qui revient. Et je chute. C'est moi qui parle. Ouais. Mais oui, mais souvent, parce qu'il faut pas oublier aussi une chose qui est importante, c'est que j'ai commencé vraiment à faire de la chanson à l'âge de mes 35 ans. Mm-hmm. À 35 ans, on n'a pas la même agilité vocale qu'un enfant de 10, 15 ans ou de 20 ans. Mm-hmm. Et c'est ce que un de mes professeurs m'avait dit au début, quand j'avais commencé en 2019, et que Myriam commençait la chanson à 32 ans. Au niveau de ton agilité vocale, ça va demander beaucoup plus d'efforts qu'une jeune femme de 20 ans, de 16 ans, qui va comprendre tout la reste comme ça, tac, tac, tac. Moi, je dois bosser sur certaines choses. J'ai besoin d'avoir des systèmes de mémotechnique physique pour me dire, ah ouais, là, je dois, ok, là, je dois faire ça. Tu vois, je dois aller chercher les notes de manière physique pour l'intégrer. Et c'est plus compliqué. Et donc, ce qui fait que je bosse beaucoup, beaucoup. Et des fois, je me dis, purée, mais en fait, ça me saoule, quoi. Ça me saoule parce que il y a des choses que je voudrais faire, mais j'y arrive pas encore. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je me lève dans la nuit, pas la nuit, mais le matin, je me dis, dans quoi tu t'es embarqué? Tu vois, parce qu'il y a du travail, il y a, il y a des gens qui trionnaient aussi, hein. Alors, oui, tu fais la chanson. Il y a tout le monde qui veut faire ça. Et puis il y a des gens qui sont mes amis, qui me disent, Myriam, tu vas jamais réussir avec la musique. Je fais, tu te tais. Ok, je réussis si j'ai décidé de réussir. Tes amis, c'est ça? Oui. Après, voilà, moi, je les aime pour qui ils sont. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Bon, je sais que c'est pas chez eux que j'irai chercher du réconfort. Ah bah non. Mais ils sont pas des artistes non plus. Moi, j'ai été faire des décisions devant des gens qui ont été dans le milieu. En fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils me disent. Vraiment. Et j'étais fière de moi de me dire, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que j'avais envie de dire. C'est très bien. Mais j'en ai rien à foutre parce que toi, tu aimes quelque chose que moi, je ne ferai jamais. Oui. Je suis pas dans cette vocabulaire. Voilà, je serai jamais une Céline Dion. J'irai jamais faire ce genre de truc. Non. Oui. Et je dis, ok, maintenant j'ai 36 ans. J'ai un bagage d'entrepreneur. J'ai fait des tas de projets qui ont été des échecs. Il y a des trucs qui ont réussi, moins bien que j'aurais espéré, mais ça a réussi. Et en fait, j'en ai rien à foutre. Et désolée d'être vulgaire, mais de ce que les gens y pensent. Moi, j'y vais. J'ai cette flamme. L'idée, c'est j'ai un objectif. Si je l'atteins, c'est très bien. Mais ce qui est beau, c'est le parcours. C'est les gens que je vais rencontrer, c'est les peurs que je vais braver, c'est les choses que je me dis waouh, j'étais pas capable et j'y suis arrivée. Il y a des trucs, je me fais waouh, la chanson m'a amené là. Tu vois, j'ai peut-être pas le talent de certaines chanteuses et on va être objectif, on se connaît pas, mais j'ai osé faire. Tu vois, et oui, je me suis cassé la gueule. Et oui, on va pouvoir en rire. Et je suis la première de rire de moi-même. Il y a pas de souci. Mais moi, je me dis, je l'ai fait. Je suis arrivée à ce point-là. Et peut-être qu'à un moment, je fais la chanson et ça va bifurquer vers une autre opportunité. Et c'est très bien, mais moi, je sais que j'aurais fait jusqu'au bout. Et surtout, je pense être un excellent exemple pour ma fille. Parce que je me dis que moi, dès qu'elle veut faire un truc, je fais OK, on le fait, on fait un plan. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton objectif? Quel est le chemin? Et on va voir si on arrive à l'objectif. C'est ça. Et on essaye. Tu veux le faire? On y va. Mais est-ce que tu es assez motivé? C'est déjà d'abord ça. Est-ce que tu es au courant qu'on va peut-être pleurer? On va peut-être se casser la gueule. Ou pas? Ou peut-être ça va être une autoroute. Et c'est très chouette. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est que je me lance dans la musique maintenant, à l'aube de mes 37 ans, avec une chanson qui est dédiée à mes parents et à tous les parents du monde. Et tous les enfants peuvent le chanter. Mais j'y vais. Et peut-être que ce sera un tube ou une seule chanson que j'aurais faite. Non, c'est pas vrai parce qu'il y en a 5 autres. Voilà, ça va être une réussite ou ça va être un flop. Et en fait, mais en fait, toi, il y a juste l'accomplissement de l'avoir fait, peut-être, non? Oui, c'est ça. Et du bonheur que ça me procure. Je meurs demain. Je fais purée. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Ouais, exact. Un matin, je me réveille avec cette idée en tête de me dire, dans quoi tu t'embarques, sincèrement. Tu te lances dans la musique, c'est quand même, on le sait, c'est un milieu qui est assez compliqué. Avec les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui fait de la musique. Et toi, t'as 36 ans, et tu te lances dans la musique, tu connais rien à la musique, tu apprends sur le tas, et tu te lances même avec un single. Et donc, il y a certains matins, j'ai envie de me frapper et me dire, je sais pas, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux là? Et à un moment, j'en parle à mon coach, parce que je suis quand même dans cette panique, quand même. Et puis, il me fait, Myriam, si maintenant je te dis, on arrête tout, qu'est-ce qui se passe? Je meurs.
Ouais. Je meurs parce qu'en fait, ça me donne la joie. C'est l'étincelle. Ben, en fait, c'est la seule chose qui me donne envie de me lever et de sourire. Ouais. Et je me dis que juste pour ça, et si ça dure 6 mois, 1 an, si ça dure 10 ans, c'est super. Mais juste me dire, OK, ce matin, je sais pourquoi je me lève. Et voilà. Et si demain je meurs, ben, au moins, j'aurais fait ce que j'ai envie, avec le sourire, avec la flamme, de me dire, OK, j'y suis arrivée, ou j'ai été jusqu'à ce point-là. Et c'est génial. Ouais. Moi, ce que j'aimerais que tu partages aussi avec nous, c'est un côté peut-être un peu plus vulnérable au final, qui est de dire, OK, je ressens parfois un manque de confiance en moi. Mais alors, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs domaines, on va dire, dans lesquels il peut se manifester. Et donc, moi, j'aimerais que tu me dises, ben, pour toi, là où ça pique, on va dire le plus. Est-ce que c'est l'assertivité, le fait de pas forcément oser dire non ou t'affirmer? Est-ce que ça va être le côté, il faut que ce soit parfait? Est-ce que c'est te rappeler de ta valeur? Ou est-ce que c'est les injonctions que tu as envers toi-même? Les il faut. Alors, il y en a 2, mais elles sont en groupe. OK. Donc, la première, c'est les injonctions que je me fais à moi-même. Ouais. Qui touchent le perfectionnisme. Il faut que ce soit parfait. Plus ou moins. Mais je bosse dessus tout le temps. Comme j'expliquais, je suis déjà montée sur scène en chantant faux. Voilà, c'était une prestation de... Mais en fait, je me suis dit, mais Myriam, t'es sur scène, autant que tu donnes tout ce que tu as. Ouais. Alors, c'est vrai que au niveau de la voix, elle était pas posée comme j'aurais voulu, comme j'avais fait en répétition. Ouais. Mais je ne suis pas dégonflée. Ouais. Et je me suis dit, OK, maintenant, les gens, ils sont là pour regarder un show. Autant que tu fasses ton show et que tu donnes l'émotion qui est derrière la chanson. Oui. Et donc là, bien sûr, moi, quand je revois les vidéos, t'es là, voilà. Ouais. Et, mais je pense que oui, cette idée de perfectionnisme, c'est vraiment un problème que j'avais. OK. Que j'ai de moins en moins. Parce qu'en fait, j'essaie d'être toujours de plus en plus ma propre maman. Je réfléchis que si maintenant ma fille était en train de faire ça, Ouais. qu'est-ce que je lui dirais? Et en fait, ce que je lui dirais, je me le dis à moi. Ouais. Et en fait, d'un seul coup, oui, t'as une prestation de merde, tu l'ai dit, mais c'est pas grave. Ouais. Au moins, t'étais sur scène. Ouais. Tu as donné ce que tu pouvais. Ouais. Et voilà, on a pu voir la façon dont tu as géré ton stress, comment tu as géré ça. Et donc, je suis toujours dans ce côté-là, bienveillant avec moi-même. Ouais. Pas toujours, hein, mais de plus en plus. Ouais. Voilà, il y a des choses où j'ai raté. Voilà, je fais appel à ma maman intérieure. Ouais. Et je me parle. Ouais. Avec bienveillance, avec amour. Moi, je me mets beaucoup d'intentions parce que je me mets des objectifs. Ouais. Alors, ce sont des petits objectifs, hein. Il faut pas croire que, mais parfois je fais, allez, Myriam, il faut que tu le fasses. Par exemple, tu dois réveiller ta voix. Tu dois chanter tous les jours 2 heures. Ah oui. Travailler sur ça. Tu dois aller faire ta gymnastique vocale, physique. Ouais. Et donc là, je me fais des injonctions. Ouais. Mais c'est plutôt, les injonctions sont beaucoup plus fortes, c'est quand ça touche aux autres. Donc, oui, normalement, j'aurais dû faire une prestation nickel. Ah, d'accord, OK. J'aurais dû répéter ma chanson 2 heures avant. J'aurais dû chauffer ma voix. Oui, j'aurais dû. Oui. Et puis à un moment, je fais appel à ma petite maman intérieure. Elle fait, oui, Myriam, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Est-ce que tu as passé tout ton jour Netflix? Non. T'as couru faire ça. Parce que la vie continue. Oui, d'accord. Donc, voilà. Mais donc, les injonctions personnelles, parfois, elles sont coriaces. Ouais. Mais avec ma petite maman, on les gère. Peut-être pour revenir au perfectionnisme, parce que du coup, le versant du perfectionnisme qui pose problème, c'est je ne fais pas parce que si c'est pas parfait, ça n'en est pas la peine. Et ça, j'ai l'impression que c'est moins. C'est moins maintenant. D'accord. Mais j'ai eu le coup, par exemple, en 2020, j'ai sorti un livret qui s'appelle le journal personnel de Boss. Et donc, j'avais lancé une campagne crowdfunding. Et la veille de la campagne, j'ai failli tout arrêter. Ah oui. Parce qu'en fait, l'imprimeur m'avait envoyé les prototypes. Oui. M'avait envoyé les morceaux. Ouais. C'était mal imprimé à 2-3 pages. Ah. Alors que je suis graphiste, donc c'est le genre de choses que je suis censée voir. Ah, oui. Et en fait, mon père m'a appelé, il fait non, t'arrêtes rien du tout, c'est tant pis. C'est une erreur d'impression, mais tu continues le truc. Et en fait, moi, ce côté-là a été très révélateur pour moi et très handicapant. Ouais. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait ce problème d'impression, que personne n'a remarqué, hein. Ouais. J'ai jamais été en amour avec ce produit. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, Myriam, plus jamais ça, en fait. Plus jamais d'être ce côté perfectionniste. Non. T'avais un super produit. Ouais. Mais moi, dans mon côté graphiste professionnel, il y a une erreur d'impression. C'est de ma faute. Ouais. Et donc, j'ai pas su vendre ce produit. Tout jeté, quoi. Ouais. Enfin, entre guillemets, dans le J'ai tout jeté. littéralement? Littéralement. Mais non.
Ben, oui, à un moment, elle me dit, OK, je ne le vendrai pas. Je n'ai pas la fibre pour le vendre, donc je le vendrai pas, donc ça sert à rien. Donc j'ai tout mis au conteneur. Allez! Ouais. Donc oui, j'ai le côté perfectionniste que je travaille tous les jours, que ça soit, oui, C'est dingue, ça. ouais. Ah ouais, wow. Mais c'est un travail, donc c'est vraiment quelque chose qui moi me parle beaucoup, et c'est pour ça que je parle plutôt d'excellence et d'être dans cette routine de bien faire les choses, mais bien faire selon un canevas, et propre et tout ça. Et s'il y a des imperfections, c'est pas grave. On va pas en mourir. Mais ça, c'est ce que tu te dis maintenant. À l'époque, tu l'avais pas. Même si j'ai essayé de me faire croire ça pendant tout un temps, il y a un moment où je fais non, je suis pas contente de ce produit, je vais jamais le vendre parce que je ne suis pas amoureuse. Et j'ai baqué à la poubelle le conteneur. Putain. Ah ouais, waouh. T'en avais combien? Il m'en restait 70, je pense. Ah ouais. Si je te le montre un jour, tu plaisantes, mais c'est une blague. C'est pour ça que t'as tout bazardé, ouais. Putain, c'est fou, hein. Ouais. Et quand j'y pense, j'ai un peu honte parce que je me dis purée, c'est vrai que maintenant avec le recul, c'est un peu con. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne le vendrai pas. Je ne le vendrai pas parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été comme j'aurais voulu. Ouais. Et c'était ma casquette de professionnel. Que si maintenant c'était un professionnel qui avait fait cette erreur-là, je me dis c'est pas grave, on s'en fout. Ah! Moi, j'ai fait l'erreur. C'était un peu un aveu de ta compétence, entre guillemets. Enfin, ouais, totalement. Après, voilà, tout le reste c'était bien. Oui, sur ce truc-là, et j'en ai voulu. Même à un moment, je me suis dit, oui, il y a des trucs qui ne marchent pas comme je veux, je suis une impostrice, mais t'es là mais t'as juste envie de te dire, mais viens ta gueule. Là, c'est justifié. Oui, mais tu l'as quand même pensé, quoi. Oui, j'ai quand même pensé, ouais. Pendant des mois et des années, hein. Et c'est pour ça que j'ai jamais ressorti, j'ai jamais retravaillé dessus. Ouais. Il faudrait peut-être qu'un jour je le refasse, et je pense qu'à un moment, quand je me serais pardonné, ça c'est un autre truc, je pense que je me remettrais dedans. Mais oui, un côté perfectionnisme, moi, je le connais. Je le connais et je le travaille tous les jours parce qu'en fait, ça te... Oui, mais ça t'empêche pas de faire. C'est ça qui est non intéressant. Non, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a la confiance en soi. Pour avoir de plus en plus de confiance en soi, il faut juste souvenir un truc de cette vidéo. Faites. Faire. On y va. Parce qu'au plus on va faire, au plus on va apprendre, au plus on va avoir que dire, ah, j'y arrive. C'est ça la confiance en soi. Oui, tout à fait. Et la confiance en soi va travailler sur notre estime va travailler sur notre confiance en soi. Et en fait, c'est un balancier. Donc, la seule chose que j'aurais envie que les gens retiennent, c'est que vous voulez avoir confiance en vous, allez-y, foncez. Et vous vous casserez la gueule. On se casse tous la gueule. J'adhère parce que c'est effectivement comme ça qu'on avance et qu'on progresse, on va dire. Je sais aussi que c'est pas aussi simple que se dire je me lance. Parce qu'en fait, tout le monde te dit ose, mais c'est pas aussi simple que de simplement dire j'y vais, quoi. Tous les jours, il y a faire un petit chose qu'on n'aurait pas fait la veille. Par exemple, juste quand on veut faire un projet, quand on n'ose pas, on commence déjà à en parler à une personne. Oui. Ok, j'ai ce projet-là, j'ai juste envie de t'en parler. On en parle. Puis après, ok, je peux en parler à une deuxième personne. Est-ce que je ferais pas telle ou telle action? Et c'est une petite action tous les jours qui permet qu'on avance dans ce projet et d'avoir de plus en plus confiance. Après, moi, je suis une challengeuse. Moi, j'ai besoin d'avoir un timing, j'ai besoin d'avoir une date. Il faut que j'y arrive pour cette date-là. Et maintenant, si je suis pas dans la perfection, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai fait le chemin. Et on verra après l'étape suivante. Par quoi est-ce que tu voudrais clôturer? J'ai envie de dire, allez, écoutez ma chanson. Chantez là. Qu'est-ce que tu peux déjà nous en dire le titre? Ah oui, je peux vous dire le titre, c'est Comme Jonathan. Comme Jonathan. Ok. Le prénom, Jonathan. Okay. Et ça s'inspire d'un film et d'un livre, surtout d'un livre, parce que à la base, c'est un livre. C'est Jonathan Livingstone, Le Goéland. J'aimais bien cette idée de chanson comme Jonathan, parce que moi, c'est un film qui m'a suivi toute ma vie. Depuis que je suis petite, en fait. J'ai le film à la maison, j'avais la cassette dans le Walkman. Voilà, j'avais le CD qui tournait aussi de la musique. D'accord. Voilà. Donc, ma mère était fan. Entourée de Jonathan. Ouais. Et en plus de ça, du Petit Prince. Donc, moi, j'ai vécu entre le Petit Prince et le Goéland. D'accord. Et donc, moi, cette chanson, c'est vraiment cette idée de vouloir se libérer de l'injonction familiale. De se dire, oui, mais vous attendez beaucoup de choses. Et il n'y a pas que nos parents qui attendent. Il y a là, moi, je fais de la psycho-G. Quand tu vois toutes les attentes familiales qui sont là, et t'es obligé de porter tout ça. Alors que toi, t'as juste envie de faire autre chose. C'est compliqué. Et cette chanson, elle raconte ça, cette libération de dire, voilà, je vous défie, chers parents, je vous aime et je vous défie. Ouais. Et maintenant, je prends ma voix. Comme Jonathan, par Myriam Hussein, du coup. Voilà. Qui sortira le 6 décembre. Moi, j'ai retenu le 9, je sais pas pourquoi. Le 6 décembre. Ouais.
sur toutes les plateformes. Mais donc je mettrai tout ça. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Avec comme Jonathan et avec le reste aussi d'ailleurs parce qu'il y aura pas que Jonathan. Mais voilà donc merci encore et puis à très bientôt dans Backstage.